Salut à tous, deuxième partie de ce défi numéro 2 avec Ivan Garcia Cortina. Alors, c'est la dernière partie si Garcia Cortina gagne à Roubaix, ce qui est totalement improbable. Et, euh, et s'il ne gagne pas à Roubaix, eh ben, ce n'est pas la dernière partie de ce défi numéro 2. Voilà, c'est aussi simple que ça, je préfère le dire d'entrée. On avait déjà... donc c'est vraiment focus sur ce coureur qui a claqué sa première victoire sur Paris-Nice l'autre jour, là, troisième étape. Énorme, voilà, que du bonheur. D'ailleurs, ce Paris-Nice en général est assez génial. Euh, Outre le fait qu'il est la seule course qu'on a à se mettre sous la dent, parce qu'il n'y a pas de Tirreno, il n'y a pas d'Estrade Bianchi, etc. Mais au-delà de ça, elle est vraiment géniale. Il y avait eu dans cette partie un joli home loop avec victoire de Jesper Stuyven de la Trek Segafredo. Donc yes, ça fait plaisir. On avait eu ensuite un show Colbrelli. Qui avait été énorme sur GPE3 et ensuite Gant-Wevelgem, donc là c'est GPE3, où il s'échappe un tout petit peu sur la fin sur une contre-attaque en fait. Bon voilà, pas trop vilaine hein, celle-là. Et puis sur Gant-Wevelgem, le final avait été assez nerveux. Très bien, c'est tout ce qu'on a envie de voir. Pas un truc ennuyeux et monocorde. Et c'était finalement aussi Colbrelli qui s'était échappé comme ça sur la fin. Bon, pour la petite histoire, Mohoric était allé chercher à travers la Flandre. Ça, c'est quand même moins important, moins significatif, mais c'est quand même sympa. On va aller de Paris-Roubaix jusqu'à Liège inclus dans cet épisode-là. C'est-à-dire qu'il y a 4 courses, mais ces 4 courses qui sont toutes, je dirais, chargées, quoi. Il peut y avoir éventuellement beaucoup de choses à dire et à faire là-dessus, donc vous allez voir, c'est assez copieux quand même. Dylan Teuns s'était adjugé l'Estrade Bianchi à épisode 1. Parfait. Dylan Teuns, il va être, on va dire, mis en valeur à partir de l'Amstel dans cet épisode-là. Je n'ai pas appelé la vidéo Défi Dylan Teuns, puisque je reste finalement sur la continuité de Garcia Cortina, mais tout de même, il y aura pas mal de Teuns. Hein. Voilà, donc l'objectif, je le répète, c'est vraiment gagner Paris-Roubaix. Je me donne 3 années. J'estime que peut-être sûrement l'année qui suit, on est capable de le gagner si on l'a pas pris en tout cas cette fois-ci. Non, le gros fait d'armes de Garcia Cortina, c'est sur le Tour des Flandres, où dans cette partie, il y a eu moment de bonheur total, en même temps que pas si injustifié que ça. Regardez, il sort en tête du dernier passage au Paterberg, et puis après, tout ça est une petite gestion tactique pour essayer de tirer notre épingle du jeu, sachant que, par exemple, on avait Sagan et Hippolyte qui étaient hors du coup. On avait Wout van Aert, on avait Mathieu Van Der Poel, on avait Philippe Gilbert et Alberto Bettiol. Voilà, un final à 5 hommes. Et Philippe Gilbert semble avoir fait une différence. Hein. À ce stade-là, on se dit qu'il sera peut-être difficile de le prendre. Mais le truc, c'est qu'en fait, il restait de la barre à Garcia Cortina. Et de ce fait, waouh, la contre-attaque qui tue. Et derrière, on termine un petit peu tous avec 0 barre. Hein. Tout le monde termine à 0. En effort curseur 99 là. Et puis ça tourne en notre faveur. Puisque personne, en fait, il restait plus d'énergie chez nos adversaires. Donc voilà, immense victoire. Est-ce que ça annonce un doublé sur Paris-Roubaix? Ce qu'on verra bien. De toute façon, voilà. Quoi qu'il en soit, déjà l'année, elle est supra réussie pour, en tout cas pour ce qui est de la première période. Parce que tu tapes un Tour des Flandres, voilà, tout va bien. Et voilà, donc je vous disais, épisode hybride sur lequel on va à la fois avoir Cortina Star, mais un petit peu aussi Dylan Teuns. Je l'ai appelé défi numéro 3, vous avez vu la petite... Mais en fait, défi numéro 3, ce sera surtout concernant un autre coureur qu'on verra en fin de vidéo. Voilà, je garde un tout petit peu de suspense. Je montrerai aussi le résultat des sondages, etc. Bon, Paris-Roubaix, la course la plus difficile de Pro Cycling Manager sur un seul jour. La course d'un jour la plus délicate à gagner. Ivan Garcia Cortina a son plus 5. Et ça, c'est très bon. Parce que ça va me permettre de sentir exactement ce qui lui manque
dans l'optique d'essayer de la remporter l'année suivante. Voilà. Parce que si je vois qu'à plus 5, il est hyper loin, genre hors du top 10 par exemple, ça voudra déjà donner, ça donnera déjà le ton en fait. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit injouable d'arracher un top 10 avec Garcia Cortina, ces notes-là, et le bonus plus 5 en forme du jour. Je pense pas que ce soit infaisable. C'est pour ça qu'en fait je vais me battre vraiment pour attraper ça. Battre vraiment pour attraper le top 10. Alors, on voit qu'ici par exemple dans la trouée d'Arambert, on a résisté plutôt correctement à l'exception d'un seul de nos équipiers. Voilà. Donc après, il y a une élimination. Hein. Parce qu'en fait, la Deceuninck Quick-Step roule super dur. Ils ont sacrifié Sénéchal, Asgren, Stibar assez rapidement dans la course. Et c'est vrai que s'ils décident au profit de Yves Lampart, hein, à partir du moment où ils décident de faire ça, il n'y a pas grand monde qui va rester dans le groupe Lampart, du coup on peut l'appeler, dès lors, parce que quand même, vu la puissance de feu de ces trois-là, si on les met à rouler et qu'on les met, par exemple, à accélérer très fort sur les secteurs pavés, etc., même loin de l'arrivée, bah, une fois qu'on va arriver à Mont-Saint-Pével et Carrefour de l'Arbre, par exemple, bah, ça va être délicat, quoi. Ça va être délicat. Donc, vous voyez, grosse accélération, j'essaie de rester placé avec Garcia Cortina, mais les barres de mes équipiers se vident considérablement. J'étais pas loin de penser que ce jour-là, Mohoric était peut-être l'homme capable d'aider en dernier Garcia Cortina, sachant que Colbrel peut aussi apporter un peu de soutien, mais Teuns, vous voyez, c'est quand même pas son terrain, on va pas non plus lui demander n'importe quoi. C'est déjà énorme de se retrouver à ce stade, mais il va lâcher progressivement. Hein, donc voilà, Dylan Teuns, on te retrouve juste après, tu rentres tout tranquillement, et surtout, tu te fatigues pas, parce que ce qui compte pour toi, c'est juste après. Donc très bien, et quand même ça compte, hein, la fatigue accumulée, même avec quelques jours d'intervalle, puisqu'il y a une semaine avec l'Amstel, hein, à ce stade-là de la saison, mais quand même, je préfère toujours assurer le coup. Colbrelli est en protection, Mohoric est calé dans la roue, et on espère durer le plus longtemps possible, alors que vous voyez encore une fois les Deceuninck Quick-Step à l'œuvre, donc ils ont été assez énormes. Oui, l'IA, elle est assez facile à prévoir, en un sens. Facile à prévoir, mais n'empêche que ça reste pas évident de résister. Facile à prévoir dans le sens où, oui, tant qu'il reste des équipiers, fussent-ils de grande valeur, eh ben, elle va chercher à s'en servir. Et donc c'est comme ça que j'ai pu identifier, moi, assez rapidement que c'était Lampart qui était leader de Deceuninck Quick-Step sur ce Paris-Roubaix. Attention à Wout van Aert, attention à Oliver Nassen, attention à Peter Sagan, on a l'habitude, Nils Politt, GVA, etc. etc. J'ai pas cité tout le monde. Il y a Stuyven, et évidemment, attention, on verra si Philippe Gilbert peut être aussi dans le final. Il y a de très très bonne note en pavé. Là, on s'est pris une mini cassure, mais je préfère toujours rentrer, mais sans trop forcer. Par exemple, voilà, hop là, je vais me raccrocher à ces deux-là en me disant, c'est eux qui vont nous ramener, c'est pas Cortina qui va faire le boulot. Voilà, donc ça roule devant, mais curieusement, dès lors que Lampart se retrouve seul, ça roule moins. Hein, donc le scénario, il est assez clair à identifier. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez Asgren, Stibar et même Benoît du coup qui a ramassé. Il n'a pas été en mesure, le pauvre, de suivre tout ça. Pour Education First, Bettiol s'avère un petit peu plus fort en fait que Van Mark, y compris à Roubaix, ce qui est assez paradoxal, vous en conviendrez, parce que pour moi, s'il y a bien un spécialiste chez Education First de Paris-Roubaix, c'est plutôt Seb Van Mark. Bon, pourquoi pas. Donc on a comme ça, bon, ils sont là, à des moments ils sont là avec un équipier. Il y a Langeveld aussi qui est franchement super intéressant ce profil-là, hein. Mais Van Marke, non, il n'est pas là. Bon, c'est dommage, cherchez l'erreur. On est dans le final. Lampart roule, mais ne roule pas tant que cela. Donc moi ça me va, hein. Si Lampart, Van Der Poel, Wout van Aert, Sagan se relaient... Sagan il donne pas beaucoup, il est malin. Mais si ces gars-là les plus forts
se consomme légèrement alors que Cortina, entre guillemets, ne fait que suivre. Moi, ça me va totalement, il n'y a pas de problème. Ne jamais mésestimer Alexander Kristoff, qui est toujours une valeur sûre hein, sur PCN, sur ces courses-là, mais peut-être que dans la réalité, il faut aussi le prendre en compte. Confère Gant Wevel Game l'année dernière. Enfin, c'est quand même pas le même sport. Hein. Paris-Roubaix, c'est pas la même histoire. Donc voilà. Christophe, il a cette faculté dans le jeu que j'aimerais bien voir développer chez Cortina, là, dans la partie. Il a cette faculté à gagner assez fréquemment les courses très très difficiles. Voilà. Et évidemment, c'est là que sa vitesse se manifeste très nettement. Quand c'est très difficile, le sprint, il est presque pour lui, quoi. Et j'ai envie de dire que souvent à Paris-Roubaix, j'ai vu Christophe s'imposer. Allez, on est dans le bon groupe, c'est tout ce qui compte. On est dans le bon groupe avec Oliver Nassen, avec Wout van Aert, ça attaque légèrement. Groupe de 7 coureurs avec quelques poursuivants derrière, mais qui doivent faire l'effort, alors que nous on est un petit peu calé dans la roue, faut quand même l'avouer. Donc c'est quand même plutôt un bon positionnement. Voilà, j'essaie de ne pas trop en faire et de vraiment être à l'économie avec mon coureur désormais fétiche. Je rigole, mais voilà. Quand même, il me plaît beaucoup ce gars-là. Il me plaît beaucoup ce Ivan Cortina Garcia. Et donc vous avez comme ça un petit groupe de Belges juste devant qui fait le boulot. Hein. Bon, on aperçoit Van Aert, Lampart notamment. Et évidemment, nous juste derrière avec Peter Sagan qui essaie comme ça nous ramener avec Nassen. Je suis pas mal. J'aime bien être à cet endroit-là parce que les trois devant font des efforts et je n'en fais toujours aucun, enfin mis à part ce qui consiste à suivre, ce qui est quand même déjà aussi assez énorme. Allez, il va falloir s'accrocher parce que là, la barre rouge elle est quand même en train de décliner prodigieusement. Attaque de Steven Lampart, Van Aert qui se détache. Attention. Les trois Belges là devant sont en train de vraiment faire très très mal. Je compte fermement sur Van Der Poel, Nassen et Sagan pour nous ramener. Mais ce qui est déjà pas mal, si vous avez vu l'écart, on est en bonne voie pour pouvoir prétendre à un top 10. Donc déjà à ce stade-là, je me dis, c'est super cool. C'est super cool parce que Polit, Bettiol, Van Avermaet semble un tout petit peu en dessous, sinon il serait avec nous en fait. Donc à partir de là, hop, petit regroupement, c'est ce que j'attendais avec impatience, mais là attention, hein, phase critique, vous avez vu la barre, on n'a rien, ce qui veut dire que sur la moindre accélération là on se prend la cassure. Et waouh, on s'est accroché, et ça c'est énorme, accrochage dans les roues de Garcia Cortina, mais genre miraculeux. Non, en fait, je crois que ça correspond aussi à une phase où l'IA, elle avait tellement roulé avant que elle s'est retrouvée un petit peu avec comme ça plusieurs coureurs très forts qui n'avaient plus tellement la possibilité de rouler. Tendance à les épuiser les coureurs aussi, hein, par moment. On voit Polit là qui réintègre le groupe et moi je vais choisir une roue. Je vais choisir la roue de Wout van Aert, puisqu'en fait c'est un très très bon sprinter sur World DB20, mais enfin dans la réalité il n'est pas dégueu non plus, hein. Mais bon, voilà, moi je vais choisir cette roue là parce que j'ai observé en fait qui a fait les efforts, à qui est-ce qu'il me paraît rester plutôt de l'énergie, etc. Donc c'est un pari qui va, ah là là, dommage, pas nous permettre de nous imposer, mais va quand même nous permettre de prendre une 4ème place. Et honnêtement, j'aurais signé à l'avance, j'aurais signé pour cette 4ème place les yeux fermés. Tiens, un tout petit truc à signaler, c'est que vous avez peut-être perçu avec l'habitude du jeu, il y a beaucoup de gens qui voient beaucoup de choses et c'est cool sur mes vidéos, que la ligne en fait était un petit peu avant la ligne matérialisée. Donc c'est juste un tout petit fail sur cette carte là de Paris-Roubaix, puisque le classement en fait s'est affiché avant que Peter Sagan. Mais comme il n'y a aucun doute sur le vainqueur, c'est pas grave du tout.
Après, je fais mes petits réajustements, parce que voilà, on a notamment un petit tour des Alpes qui est préparatif au Giro. Giro, on a compris, on a de grandes chances de disputer, mais j'en reparlerai un peu plus loin. Pas avec Garcia Cortina, hein. Mais voilà, il y a des petits réajustements à faire dans la programmation, je vous passe les détails. Amstel Gold Race, ça, c'est le dernier rendez-vous avant longtemps pour Ivan Garcia Cortina, puisque moi j'ai pour habitude de souvent utiliser les meilleurs punchers parmi mes Flandriens sur l'Amstel, et après je les fais raccrocher, enfin ça dépend des parties, hein, mais certains je les emmène jusqu'à Liège, quand ils sont très très polyvalents et très très forts, mais voilà. Leader déclaré, Tuns. Possède une carte blanche si jamais il veut tenter quelque chose, Garcia Cortina. Et le reste est censé nous aider. Le reste de l'équipe est censé apporter du soutien à ces deux coureurs-là, mais en tout premier lieu à Dylan Tuns. Voilà, le script, c'est celui-là. Il faut avouer que l'Amstel, il y a souvent un final assez nerveux. J'aimerais bien réduire le groupe, peut-être dans le Coberg, on verra si c'est faisable. En tout cas, c'est ça mon projet. Donc Coberg qui n'est plus le juge de paix de l'Amstel depuis quelques années, vous le savez tous, mais n'empêche que il se situe dans les 20 derniers bornes, et donc il y a peut-être moyen de faire une différence là-dessus, de partir à quelques-uns, et c'est le scénario en tout cas dont j'aurais envie pour Dylan Tuns ou pour Garcia Cortina, sait-on jamais, mais bon, a priori plutôt pour Tuns. De Koenig Quickstep, comme à son habitude, roule vraiment fort, l'échappée n'a plus guère de chance de tenir bien longtemps, hein. On voit qu'il y a comme ça quelques côtes notamment sur lesquelles le rapprocher est plus qu'évident. Tuns c'est facile, hein. Il est facile. Quand il y a comme ça un coureur qui arrive à rester à l'avant sans qu'on lui montre réellement sa barre d'effort et sans qu'on utilise vraiment le curseur pour rester aux avant-postes, ça veut dire qu'il est dans un très bon jour. Et donc Tuns est dans un très bon jour manifestement. Garcia Cortina n'a pas l'air dans un mauvais jour également, donc il va falloir y penser. Allez, on approche. On approche de la descente qui précède l'ascension du Coberg. Allez, c'est parti. Là maintenant, on est dans le moment qui compte. Voilà, c'est maintenant que ça compte. Il fallait juste s'arranger pour arriver là dans les meilleures conditions, mais c'est maintenant que ça compte. Mohoric, capable de faire de vraies différences, d'apporter de vrais soutiens. Attention, il y a attaque de Alaphilippe, Sharman et Tim Wellens, donc on va pas se priver. Si c'est ça, je suis avec Mohoric, avec Tuns et Cortina calé dans la roue. On est parti à 7, puisqu'il y a également Davide Formolo qui a réussi à prendre le coup, et vous voyez que ce coup il est pas mal. Ce coup est, pas dire qu'il est gagnant, hein, ce serait beaucoup trop prématuré. Il est pas gagnant, mais il est pas mal du tout, et puis surtout il a piégé quelques coureurs à l'arrière. On sait déjà que certaines équipes ne rouleront pas, parce qu'il y a une représentation quand même de... Avec nous y compris, ça fait 5 équipes. Ça fait donc autant de poursuivants potentiels en moins qui peuvent rouler derrière. Même si j'ai déjà vu une fois Bob Jungels rouler sur Alaphilippe. Bref, voilà. Mais là, c'est pas le cas. Il y a une certaine logique qui est respectée. Attention. Vous avez vu, il y a ces petits départs là, cette nervosité de fin. Moi, on est 3 dans un groupe de 7. Il y a peut-être un truc à tenter. J'ai envie d'envoyer un leurre. C'est Garcia Cortina. Comme ça, après, Dylan Tuns n'aurait qu'à contre-attaquer, à récupérer les morceaux. Oui, mais voilà, en fait, je me suis auto-piégé. Quel nul, mais quel gros nul. Je me suis auto-piégé. Je me suis juste éliminé de Tuns, quoi, dans l'histoire. Donc ça, fail. Allez, je vais te dire, fail ou pas fail, je jugera à l'arrivée. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est un fail. Donc, en plus, devant, ça muscle le jeu. On voit Sharman et Alaphilippe qui ont pris quelques longueurs d'avance par rapport notamment à Formolo, Wellens et Cortina. Tuns a toutes les peines du monde à revenir, et ça, c'est en train de m'agacer profondément parce que je m'en veux, mais comme vous pouvez pas imaginer à ce stade-là d'avoir fait autant de mal à Tuns, et c'était en plus de mon initiative, hein, donc waouh, c'est lourd à assumer, et là il revient, mais
toutes les peines du monde, Tuns revient. Allez, ça va se jouer à très peu de choses. Il va falloir lancer le sprint au bon moment. Il va falloir être malin. Et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Mais oui, mais c'est vrai. Garcia Cortina a réussi à taper Alaphilippe au sprint. Et là, je suis super content. Et évidemment, alors un petit peu peiné pour Dylan Tuns. Mais en même temps, il n'y a rien qui me dit que Tuns aurait battu Alaphilippe au sprint. Ni même Sharman d'ailleurs. Bon, peut-être Formolo, oui quand même, mais Wellens, c'est à voir. En tout cas, on est sur des profils qui sont assez proches en fait. Profils de coureurs qui sont plutôt proches. Et c'est vrai que, waouh, délicat. Mais oui, c'est une vraie victoire incroyable pour Garcia Cortina qui stoppe là sa saison. Alors, il n'a pas pris beaucoup de victoires. Il n'y a pas beaucoup de victoires en nombre, même si déjà prendre ce qu'il a pris, c'est pas si mal. Mais alors, bonjour la qualité. Excusez du peu. On a quand même, donc, au terme de cette période de classique pour Garcia Cortina qui n'ira pas sur Flèche et Liège, on a pris Milan-San Remo. Bon, ça va. Je vous ai déjà parlé par rapport à ça. Tour des Flandres. Waouh. Amstel Gold Race. Bon. Je crois que là, c'est plutôt un début de carrière, en tout cas dans ma partie, juste incroyable pour Garcia Cortina, qui, bon voilà, donc reprendra, je l'ai programmé pour le Tour de Suisse, et puis dans la foulée, fort à parier que vous aurez des images de son Tour de France, puisque y a peut-être des défis combinés qui vont intervenir, et donc pour lesquels... voilà, tout le monde sera sur le pont, en tout cas pas mal de mes coureurs majeurs là. Changement de décor, ouais. Changement de décor total. On a laissé au repos certains. J'ai juste été obligé de sacrifier à une volonté de ma part qui était de mettre Marco Haller. J'aime bien Marco Haller au repos, de même que j'aime bien Bernsteiner. Les deux Autrichiens, ils me plaisent beaucoup. Marco Haller, j'aurais aimé mettre au repos, mais en fait, je manquais un petit peu de monde, vu les planifications que j'ai faites et les calculs qui en découlent. Je manquais un tout petit peu de monde pour soutenir sur la flèche. À Liège, c'est pas pareil. Mais donc, du coup, à l'heure et de la partie, j'ai eu des blessés aussi. Bref, voilà. Bon, c'est pas très grave. On s'en sort toujours. Allez. Il y a aussi, tiens, on peut voir l'apparition de Wout Poels. Wout Poels, que je vous avais pas encore montré avec cette partie là. Wout Poels que j'ai aligné sur, je l'ai prévu pour le Giro en fait. Il va aider Landa à essayer d'aller taper un Giro, hein, vous l'avez deviné. Mais je le fais reprendre un tout petit peu avant les autres. On a par exemple Caruso que j'ai envoyé sur le Tour des Alpes. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça que j'ai fait. Peyo Bilbao en revanche, je réserve son pic pour vraiment loin sur la fin du Giro, du coup je le fais pas trop courir avant. Voilà, c'est une petite gestion pour essayer d'échelonner les pics de forme au niveau des soutiens de Landa. Bon, toujours est-il, je gère en tout cas en rajoutant ou en enlevant des jours de course en fait au type, hein, c'est pour ça. Poels, c'est le principal soutien de Dylan Tuns sur cette flèche wallonne. Flèche wallonne à l'issue de laquelle on pourra déjà tirer quelques conclusions. On est dans le final. Voilà, on a très bien approché la montée finale de cette flèche, numéro de 8. Je compte sur Mohoric pour évidemment nous mettre tout ça sur orbite dans la descente qui précède. Bah oui, logique. T'as le meilleur descendeur du monde, ou en tout cas un des 3 meilleurs. Et bah oui, il faut l'exploiter. Donc voilà, tout le monde qui est dans la roue. Puis on va essayer de faire une montée la plus cohérente possible pour ce mur de 8. Allez, c'est parti. On sait qu'il y a un moment donné où il faut attaquer. Je vous l'avais déjà expliqué avec Van Der Poel que il y a un tout petit spot sur lequel on peut prendre Alaphilippe. Mais par contre, s'il est en trop bonne forme, ou s'il a comme ici d'ailleurs, une avance trop forte. Vous voyez là par exemple, voilà. J'ai voulu la jouer genre t'emmènes ton type avec un équipier. Mais en fait, c'est une erreur cruciale. C'est-à-dire que, en gros, mon seul salut était de prendre, dès le début du mur de 8, la roue d'Alaphilippe. Et espérer ne pas être bloqué.
Bon, il y avait aussi une forme du jour qui était pas géniale, hein, faut quand même se l'avouer. Du coup, c'est deuxième place pour Tuns. En fait, je sais même pas si j'aurais pu faire mieux en prenant la route à la Philippe, mais je sais que c'est la stratégie de la prendre. Et là, je voulais la jouer un peu, voilà, un peu panache, genre t'emmènes avec Pulse. Mais on a bien vu, hein, voilà, panache ne paye pas sur PCM. C'est une deuxième place pour Dylan Tuns. Bon, alors, on verra plus tard, mais est-ce qu'on analyse l'Amstel comme un échec, vu que finalement on la gagne et que même Tuns n'aurait pas été sûr de battre à la Philippe? Ou est-ce que, voilà, bon, ça c'est... Il peut y avoir débat. Par contre, sur cette flèche, j'estime que, vu la forme du jour du garçon, Tuns, bah, était pas vraiment en mesure de prendre à la Philippe. En tout cas, c'est mon intuition, après ça peut être démenti, hein. Mais toujours est-il que, bah, du coup, chou blanc, hein, pour l'instant, il n'y a que Estrade Bianche, hein, notre ami Dylan Tuns. Allez, on va essayer de... C'est qui tout double, hein. Qui tout double sur Liège, c'est soit tu gagnes, et du coup, ça valide tout, soit tu gagnes pas, et et bah du coup, bah t'en auras pas gagné une seule. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Donc là, on est dans l'enchaînement traditionnel à ce col du Rosier. Il est assez terrible, hein. Il est terrible. Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est pas le col du Rosier du tout, n'importe quoi. On n'y est pas encore arrivé. Là, on est dans le fameux, voilà, mur de Stoke. Alors c'est marrant, j'entendais une fois des anciens qui regrettaient, les anciens, donc voilà, années 80, un petit peu avant même, qui regrettaient que la course, en gros, ne se décante pas, bah voilà, dans ces difficultés-là, parce qu'à leur époque, il n'y avait pas l'oreillette, il n'y avait pas tous les systèmes qu'on peut connaître maintenant, hein, qui entourent le cyclisme pro. À leur époque, la course, elle pouvait se décanter déjà très très loin de l'arrivée, et ça donnait lieu à des numéros assez incroyables. Toute la question, ça, est-ce qu'on peut comparer les époques? Est-ce que dans ce cyclisme actuel qui s'est internationalisé et où il y a comme ça des tas de pays, on peut penser évidemment aux pays de l'Est en particulier, ou aux pays nordiques, type Danemark, qui commencent à sortir des drôles de phénomènes, hein, depuis pas mal d'années déjà. Est-ce que dans ce cyclisme actuel, on peut encore faire des différences et espérer gagner sur certains scénarios de course? Moi, ça me paraît délicat, hein. Et sur PCM, c'est pas évident non plus. Donc quelque part, tant mieux, je vais fidèle. Mais voilà, hein, donc c'est pas évident de pouvoir comme ça faire exploser cette course. J'ai remarqué que souvent, quand même, c'est au moment du col du Rosier qu'il y a pas mal d'éliminations qui se font, hein, sur Liège-Bastogne-Liège. Et puis là, on est dans le moment où il faut pas jouer à l'idiot là, hein. Il faut surtout gérer. Vous avez vu, j'ai pris Landa. Sa seule course avant le Giro, hein, Mikel Landa. Puisque je vais faire un faux pic à Liège. Bref, j'ai déjà parlé de ça avec mon défi Tige Benoît en fin d'épisode. C'était quoi? C'était épisode 6, Sunweb, où j'ai expliqué ma construction de pic quand j'ai envie de doubler Giro au Tour. C'est le cas pour Mikel Landa. Et là, on va se prendre, punaise, un blocage dans la côte de la Redoute là. Ça fait super mal. Super mal. Surtout quand on a Formolo qui est dans la roue de Alaphilippe. Décidément, gros Formolo, hein. Énorme Formolo. Alaphilippe qui s'est fait la malle avec Formolo, bon, pourquoi pas. Mais nous, qui n'étions pas très mal positionnés au début de la Redoute, on se retrouve aux fraises. On est aux fraises totales à la fin de cette côte de la Redoute. Du coup, je dois bosser. Bref, vous avez compris. C'est pas génialement bien parti l'histoire. J'ai pas été hyper chanceux, j'ose le dire parce que réaccélération. Oh punaise, elle fait mal celle-là. La réaccélération qui me met dans le rouge à devoir faire rouler. Waouh. Et puis ensuite, vous payez cher, hein. Vous payez cher la réaccélération. Elle fait mal celle-là. Autant si on est dans le groupe, c'est indolore. Autant, s'il faut revenir, ça bouffe de l'énergie. Heureusement, juste derrière, il y a une possibilité ici. Même si, regardez, il va y avoir de nouveau ici la relance. Puis en plus, ils sont loin. Hein. Ils sont loin, hein, Formolo et Alaphilippe. Formolo, il roule pas trop. Derrière, on a Sagan, Sharman notamment. Bref, un groupe de prétendants. Tim Wellens aussi n'est pas mal placé.
Et puis on est, nous, dans un quatrième groupe, quoi. Alors là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a encore une opportunité de rentrer avant la Roche au Faucon. Et c'est maintenant. Donc je vais faire rouler à bloc, je vais faire rouler vraiment mes gars, pour essayer de revenir ici, là, tout de suite. Voilà. Donc on va rouler, Wout Pulse, puisque en fait il reste plus grand chose à Landa, le pauvre. Hein. Wout Pulse est chargé de faire le taf. En plus on a du bon Wout Pulse hein, ce jour-là. Donc c'est quand même par contre une aide pour Tuns. Et on est revenu parce que devant ça s'est arrêté. Ils ont commencé à se regarder, ça a commencé à calculer. Du coup contre-attaque de Dylan Tuns, dans la roue duquel Tim Wellens évidemment a sauté immédiatement. Ouais, pourquoi pas. Pulse reste avec tout le monde. Ok, et je vois que ouais, ça roule sur Tuns. C'est pas le moment de s'épuiser. C'était donc un petit test pour voir. Non, si j'ai quelqu'un à faire partir en l'heure, c'est plutôt Wout Pulse pour voir qui va rouler dessus. Qui est-ce qui va rouler sur Wout Pulse? Donc c'est ça que je veux voir. Valverde, est-ce que Alaphilippe a du soutien? Non, non. Et là, vous voyez, au niveau des équipiers, là, on est sur toujours cette fin de course classique sur PCM, quand c'est difficile, où si c'est entre leaders, des fois, vous pouvez bénéficier, avec un coureur qui n'a pas trop la pancarte, on peut bénéficier d'une certaine neutralisation entre leaders. Bon, allez, on va pas non plus se faire des plans sur la comète, ou Wout c'est pas forcément parti pour rééditer 2016 et cette victoire fabuleuse à Liège. Non, 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 c'est pas certain. Mais n'empêche que il est devant. Alors on va voir jusqu'à quand. On va voir jusqu'à quand. Moi j'ai calé Tuns dans la roue d'Alaphilippe, hein, tranquille. Il y a pire comme roue. On n'a pas une forme du jour démente, hein, faut quand même se l'avouer. Quand je vois le 0 là de Tuns, je me dis que je suis pas châteux. Faut quand même, hein, on peut pas appeler un chat un chat. Hein. Tu prends 0 alors que le mec c'est son objectif saison quasiment. T'es pas chanceux quoi. Mais c'est comme ça. Là encore, c'est comme ça. Il y a des fois où j'ai plus 5 au lieu de plus 3. Bah, j'ai 0 au lieu de plus 2. Bon, voilà, c'est la vie. Et donc, Tuns est calé. Mais vous voyez, là, je suis tristouné là parce que il reste plus beaucoup de barres. Il reste de la barre jaune pour essayer de résister un peu. Bon. Mais franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, c'est là qu'il faut arriver à être malin. S'il y a un départ à ce stade-là, il faut prendre la roue. Et c'est ce que je fais. Parce qu'en fait, la bannière des 10, là, la bannière des 10 sur ce Liège-Bastogne-Liège nouvelle version, c'est un peu là qu'on peut piéger du monde. Je sais pas si vous avez en tête. C'est comme ça qu'avec Lutsenko, j'ai bâti mon succès récemment avec Astana. Tiens, retour de Sagan, magnifique, très fort Peter Sagan pour rentrer à ce moment-là, et qui contre-attaque en plus, il contre-attaque, il y a une descente, c'est pas le pire descendeur de la terre, hein, on est d'accord. Du coup faut rouler à blinde, et par contre ces 5 hommes-là, ils ont une vraie chance d'aller au bout. On a donc Clark, Wellens, Sagan et Pulse Tuns. On est pas mal quelque part, 40 secondes, c'est plié. 40 secondes, ça veut dire que derrière ça reviendra jamais. Donc il faut choisir des roues. Mais avec Tuns, j'ai plus grand chose. C'est ça qui me chiffonne. À la limite, Pulse, non plus, il est mort, il a roulé. Donc c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il va falloir faire un pari sur à quel moment on lance. Et j'ai fait ce pari de lancer au kilomètre. Oh là 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 là. Victoire de Tim Wellens. 3ème place de Dylan Tuns. Jolie finale, hein. Jolie finale. Et puis surtout, douleur totale. Douleur absolue. Puisque Dylan Tuns s'est donc incliné, vous voyez, face à 2 coureurs qui étaient nettement plus rapides sur la ligne. Voilà, Wellens s'impose. Alors, victoire de Tim Wellens à Liège, moi, je signe tous les jours. Ça me ferait trop plaisir pour le mec. Maintenant, nous, ouais, on fait 6, 2 et 3. Bon, on va reparler. Du coup, voilà, vous étiez 33 et donc 29% au stade où j'arrête le truc, c'est-à-dire mercredi, avant le contre-la-montre de Paris-Nice. Pas beaucoup, donc 30% environ, à deviner que ça le ferait pas. Et pourtant, je suis sûr que ce coureur,
on peut gagner des tas de choses avec lui. Avec ces notes-là, ça peut faire super mal. J'accepte volontiers que sur l'Amstel, il y a eu un choix qui a été fait, et les circonstances de course qui font que. Ben voilà, ça c'est... Parfois, le meilleur ne s'impose pas. Et puis d'ailleurs, rien ne prouve que Teuns c'était le meilleur. Sur la flèche, je m'en veux pas des masses, parce que je pense qu'Alaphilippe n'était pas prenable. Par contre, à Liège, ouais, j'ai des regrets. Comme je l'exprime là. J'ai quelques regrets. Parce que tu vois Clark deuxième et Wellens troisième, premier, tu te dis, bah ouais, Teuns, il pouvait gagner. Hein. Il pouvait gagner. Donc bon. Heureusement, il y a Estrade Bianche, hein, comme l'autre consolation, c'est quand même pas vilain. Et puis des places, bon ben voilà, hein, il faudra s'en satisfaire. Allez. La suite, évidemment, c'est un petit défi avec Mikel Landa. En tout cas, la suite pour cette partie-là. Vous l'avez plébiscité. Vous vouliez déjà du Giro. Bon, un doublé, on verra qu'est-ce qui est gérable. La Vuelta, c'est marrant, la personne qui a trop envie. Bah ouais, pourquoi pas. Dommage, parce que la Vuelta, quand on fait passer à travers PCM Career Explorer, elle est assez intéressante. Hein. C'est sûr que sinon, elle est un peu, des fois, bizarroïde, par manque de prépa de l'IA. Alors, pour rappel, 2015, Giro, j'ai choisi ça. Je l'ai déjà joué avec l'Auto Soudal en 2020, donc troisième année de la partie d'Auto Soudal. C'était Mézec à l'époque, donc pas mal. Ce profil est vraiment sympa. De toute façon, le Giro, on s'éclate toujours sur le Giro. Il n'y a pas de problème. Après, rions un peu. Mais il y a plein de gens qui veulent que je me casse les dents à perdre mon temps avec Cavendish sur le Tour de France. Et attention, je vous mets en alerte. Si j'aligne Cavendish, il me faut un lanceur. Et donc, c'est 2 mecs en moins pour Landa. Hein. Faut le savoir. Hein. Ok. Donc, à savoir quand même. Hein. Bon, après, voilà. Hein, moi, pour le moment, mes centres d'intérêt, ils sont là. Sunweb m'excite énormément, surtout de la manière dont je l'ai constitué pour leur deuxième saison. Kwiatkowski, Asgreen, Benoît sur Giro, j'ai juste envie d'avancer. Cette partie McLaren avec mon nouveau chouchou IGC, puis Alpecin et Astana, je crois que là, on a au moins quelques échéances à assurer, hein, c'est une évidence, hein, grosse excitation. Parce que si je m'écoutais, j'aurais envie. De toute façon, AG2R, je vais faire des trucs avec eux. Hein. C'est certain, on a déjà parlé, tout ça, Cosnefroy, compagnie, Bardet, il faut le réhabiliter, le pauvre. Parce que c'est un mec sympa, Bardet. Il est super sérieux, il essaie de se préparer super bien et tout. Il est juste très malchanceux ou mal entouré, mal conseillé, que sais-je. Lotto Soudal et Gilbert, bah, ce serait quand même intéressant. De Koenig, si je m'écoutais, je jouerais tout le temps avec De Koenig ou avec Jumbo Visma parce que je les adore, mais vous voyez, je m'en prive volontairement. Team UAE, Pogacar, Formolo, et tout ça, waouh, ça donne envie quand même. Hein. Education First, c'est pareil, il y a plein de motifs d'excitation dans cette équipe. Bora Hansgrohe aussi, mais là, peut-être sous forme de défi un de ces jours. Puis Trek, franchement, il y aurait plein de choses à faire. On m'avait parlé de Richie Porte, c'est loin d'être idiot, c'est vachement bien. Vincenzo Nibali, peut-il regagner un grand tour quelque part? Parce que hein, on a Stuyven, on a Pedersen, donc c'est violent, hein, c'est violent. Il y a que des tentations là hein, dans tout ça. Et il y a aussi, j'ai matérialisé par un petit maillot Desigual, en fait c'est juste pour matérialiser l'équipe perso, parce qu'on est toujours aussi en capacité de se fabriquer une petite équipe perso. Et ça, c'est aussi un truc du jeu qui est vachement sympa. On perd un peu en réalisme, surtout au début. Et puis après, on peut se dire, pourquoi pas, finalement, une nouvelle équipe. Le cyclisme est assez ouvert. Hein. C'est pas comme au football que vous allez avoir genre une équipe qui n'existait pas et qui gagne la Ligue des Champions en 3 ans. Non, ça n'existe pas. Mais au cyclisme, à la limite, une équipe qui se monte, etc., avec un gros sponsor, ça peut aller très vite. Voilà. À plus. Bye bye.